le 25 juillet, c'est un soulagement et c'est une opportunité en même temps. C'est un soulagement dans la mesure où c'est une claque à l'ensemble de la classe politique et surtout à ceux qui brillent par l'opportunisme, qui brillent par leurs relations incestueuses avec le monde des lobbies, voilà, donc au sens large. Et en même temps, c'est une opportunité parce qu'elle a permis de retrouver, de renouer avec un État fort. Ça, c'est important. Et aussi, c'est une opportunité parce qu'on a un retour de la confiance. Donc, il y a un capital confiance qui s'est imposé. Or, le capital confiance et l'État fort sont indispensables, incontournables pour s'inscrire dans une dynamique de réforme. Et le problème aujourd'hui, c'est l'arbitrage. Il y a un arbitrage. Soit on va utiliser le capital confiance, on va utiliser l'État fort pour implémenter les réformes nécessaires. Mais il y a un risque. Le risque est de perdre, par exemple, 10-20% de la confiance. La question est choc en elle-même, est lourde la question. Comment on risque de passer d'un choc de confiance à un tsunami de défiance? Et franchement, le choix des superlatifs et des termes ne peut pas personnellement me laisser de marbre. Est-ce que réellement on est dans un choc et on risque de passer vers un tsunami? Le choc, si on arrive à le définir là de tête, c'est quelque chose inattendu qui se réalise. Est-ce que le 25 juillet est inattendu réellement? Je ne le pense pas. Parce que les cartons jaunes se sont multipliés, moult cartons jaunes. On a eu des gangrènes qui se sont métastasées. Donc on ne peut pas dire qu'on ne s'attendait pas et qu'on a été choqué par le 25 juillet. Maintenant, est-ce que le choc risque de se transformer en tsunami? Je ne le pense pas aussi. Le tsunami, c'est quelque chose de déferlante qui prend tout sur son passage. Et là, c'est un peu, je pense, exagéré parce que je ne pense pas qu'on puisse passer vers un scénario d'il y a quelques jours guinéen où les putschistes ont donné un ultimatum au gouvernement pour rallier un camp, sinon c'est la rébellion. Et là, dans le langage militaire, la rébellion, c'est chasser comme un chien les personnes. Donc, on ne va pas vers ce scénario-là. Mais moi, je placerai le curseur au milieu du choc et au milieu du tsunami. Juste, je reviens sur le choc de confiance et le tsunami de défiance. Lorsqu'on parle de tsunami ici, c'est pour dire c'est-à-dire une forte désillusion qui va peut-être commencer au départ au niveau des intellectuels, après donc ça va toucher le grand public et donc elle déborde pour devenir une sorte de désobéissance civile. Voilà, c'est ça l'idée. Ça veut dire que les gens ont été déçus du changement du 14 janvier, donc ils misaient sur autre chose, ils misaient sur une démocratie où il y a de l'inclusion financière, où il y a de la croissance économique, etc., ou une démocratie qui corrige les inégalités sociales et régionales. Non, on se retrouve avec une démocratie médiocre, disons une médiocratie plutôt. Et aujourd'hui, c'est le retour de cette confiance. Donc voilà, pour dire, voilà, on peut toujours espérer avec ce changement. Mais ici, la déception, elle va booster la nostalgie pour l'ancien régime, je pense, et elle va booster la révolte en quelque sorte. Parce que vraiment, on a maintenant une forte déception. Et j'espère qu'on n'arrive pas à cette étape-là. Bon, la question, à mon avis, pour cette idée de comment peut-on la sauvegarder en quelque sorte. Alors, je crois qu'il y a des préalables. Donc il faut que ces préalables soient clairs en quelque sorte chez le décideur. Il y a surtout on doit comprendre que l'urgence des réformes économiques n'est pas les réformes économiques urgentes. Ce n'est pas une étape qui doit précéder les réformes institutionnelles. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on n'a pas, en quelque sorte, on n'a pas compris. Car éluder l'urgence économique, ça pourrait être dévastateur et ça peut fragiliser l'édifice même démocratique.
La deuxième chose, c'est que le temps joue contre nous. Donc ici, lorsqu'on voit, on n'est pas dans une situation d'un État normal qui peut se permettre d'attendre, d'aller pour des réformes institutionnelles et après réformer sur le plan économique. Non. Donc nous, on doit démarrer par les réformes économiques. Et un autre point aussi, si on n'est pas d'accord que l'efficacité de la lutte contre la corruption, elle doit passer par l'appareil judiciaire et non pas par, donc en ciblant des personnes. Aussi, ça c'est quelque chose, à mon avis, il est important. Donc une fois qu'on a compris ces préalables sont dans l'esprit des décideurs, après, il y a des mesures immédiates pour que ce capital confiance soit sauvegardé. Je pense que la première chose, c'est la formation d'un gouvernement. Et lorsqu'on dit formation de gouvernement, on doit choisir la compétence et non pas le copinage. Ça, c'est important. Et le chef de gouvernement, il doit aussi avoir son avis sur son équipe. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Autre chose aussi, le gouvernement doit avoir un projet de réforme. Donc si on se retrouve avec un gouvernement orphelin de vision et de réforme, on ne peut pas aller très loin. Voilà, donc. Deuxième point, c'est le bouclage de l'exercice budgétaire 2021, c'est-à-dire la loi de finances complémentaire 2021. Donc ça pose aussi un problème de financement parce qu'il y a un trou et ça peut nous ramener à la question du financement monétaire et ses collatéraux en matière d'inflation. Donc ça, c'est... Mais le point, à mon avis, le plus important, le troisième, c'est le projet de loi de finances 2022. Pourquoi 2022 2022, il est important. 21-22, hein. Non, la loi de finances complémentaire, c'est pour 21. Et l'autre 21-22. Voilà. Non, la deuxième, c'est la loi de finances 2022. Voilà. 2022 doit présenter certains signes de réforme qui peuvent amener le Fonds monétaire international à démarrer les discussions ou le débat ou la négociation sur un plan, un programme avec la Tunisie. Syed Hedi, vous avez mis le doigt sur un point important qui est la question des champions économiques. Est-ce qu'on doit avoir en Tunisie des champions, des opérateurs économiques champions qui puissent être une locomotive pour le pays? Nous, à la Connect, on a une autre vision sur ce point de vue. Personnellement, je ne suis pas et on n'est pas pour assister et dans l'assistanat des entreprises à s'exporter. Cela équivaut quasiment à financer les consommateurs étrangers. Vous allez me donner le contre-exemple de pays à fort PIB comme la Turquie ou l'Égypte qui justement financent les exportations pour avoir des champions économiques. Ces pays-là, malheureusement, moi je ne regarderai pas que le PIB, je regarde le revenu par habitant, qui sont des pays pauvres. Et pour moi, c'est ça la prospérité. La prospérité, c'est de forts salaires, la prospérité, c'est des libertés, et la prospérité, c'est une école forte. Si on arrive à mettre en place les bases de ce qu'a fait Singapour dans les années, dans le siècle dernier, on arrivera à une prospérité. Absolument, c'est une puissance. Certes, peut-être on remettra en cause certaines libertés, mais moi je pars du principe que ma liberté finit où commence la liberté d'autrui. Ce n'est pas la liberté de dire du mal d'autrui sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la liberté de jeter par terre ce qu'il y a, c'est la notion de la liberté qu'on doit revoir pour savoir où on veut arriver. Nous, on part du principe de l'égalité des chances, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on va aider des entreprises, soi-disant pour qu'elles puissent devenir championnes, au contraire, on va vers l'inégalité des chances. Moi, je suis pour une ouverture des marchés à tous les opérateurs économiques, sans discrimination, permettant à un petit de devenir champion et à un champion de redevenir petit. C'est ça la liberté du marché, non pas de l'assistanat qui puisse nous faire revenir aux problèmes d'antan. Pas forcément une figure au niveau international. C'est quelqu'un qui a une personnalité, qui a une vision et qui est capable de réformer. Le statu quo, il est dévastateur. Mes craintes aujourd'hui, c'est de sombrer dans le flou institutionnel et le risque
qui en résulte de ce flou, c'est que disons la justice, des institutions remplacées par la justice des réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qui crée le flou. Le risque, c'est de sous-estimer par exemple la question de la soutenabilité de la dette, et dans ce cas, il y aura du laxisme qui va déboucher sur un financement monétaire de la Banque centrale avec le cortège de l'inflation, une perte de contrôle de la politique monétaire. Et surtout, à mon avis, se retrouver un gouvernement qui n'a pas de vision. Et dans ce cas, on aura la différence. Il faut qu'il y ait une vision et un projet pour la Tunisie. Sans cette vision-là, aucun bailleur de fonds ne fera confiance à la Tunisie. Aujourd'hui, le FMI, certes, pour reprendre les négociations avec le FMI, il faudrait mettre en place les réformes qu'il nous a demandées, qui n'ont pas été présentées. Certes, il faut préalablement donc un vis-à-vis au FMI, un programme, et puis une vision de ce chef du gouvernement qui puisse mettre en place, comme j'ai dit tout à l'heure, un contrat économique nouveau, aider la croissance économique par l'investissement. L'investissement est important, que ce soit privé pour aider les entreprises qui sortent d'une crise structurelle ajoutée à la crise Covid, aider l'État à faire des grands projets. Les grands projets, c'est le moteur de la croissance. Quel dernier grand projet on a fait en Tunisie? Il n'y a pas de grand projet. Donc, cette dualité investissement de l'État et investissement privé doit être prise en considération dans la vision du chef de gouvernement. Sur le plan politique, il y a Jérémy Bentham, disons un grand spécialiste des sciences politiques. Il disait la démocratie, c'est la voix du peuple, et c'est l'œil du peuple. Et ce que je vois en Tunisie, on a donné plus d'importance à la voix du peuple, c'est-à-dire les élections, et on a marginalisé l'œil du peuple, c'est-à-dire les instances de régulation, de supervision, de redevabilité. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important, qui explique un peu l'état de la situation et les dérapages qu'on a observés dans le fonctionnement de cette jeune démocratie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je vois que tant que l'État ne fait pas respecter la loi, on ne peut pas aller très loin. Et lorsque je dis l'État fait respecter la loi, ça veut dire que les acteurs économiques, chacun, il doit accepter cette règle de droit. Lorsqu'on parle, par exemple, ce qu'on observe aujourd'hui au niveau des grèves qui sont payées. Donc, ce genre de situation est unique dans le monde. C'est-à-dire, on fait grève et on est payé. Alors que le contrat de travail dit… Alors que le contrat de travail exige, voilà, donc on est payé sur ce qu'on fait. Donc, voilà, moi je dirais, la démocratie, elle a besoin de régulation. L'économie, elle a besoin de régulation, d'un État qui est régulateur, mais pas d'un État étouffant, pour pouvoir réussir cette transition à la fois économique et politique. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est pour de déserter, disons, la tentation populiste pour débarquer dans les réformes sérieuses. Moi, je voudrais qu'on saisisse cette opportunité. C'est une opportunité que nous a offert le passé, je le redis encore une fois, à nous, présents, pour nouvellement créer une Tunisie du futur. Et aujourd'hui, la chose la plus urgente, c'est de constituer urgemment un gouvernement pour que nos bailleurs de fonds aient un vis-à-vis, pour que nos amis aient un vis-à-vis, pour que les Tunisiens, opérateurs économiques et étrangers aussi, aient un vis-à-vis. Et là, c'est reprendre dans la foulée le dialogue avec le FMI qui va ouvrir le champ aux autres bailleurs de fonds
et reprendre le travail et nous faire éviter surtout le financement interne qui va assécher. Et là, je parle comme syndicat des opérateurs économiques. Si on va revenir au financement interne, ça va assécher les caisses pour l'investissement local. On n'aura plus à opérateurs économiques qui ne peuvent plus se faire financer auprès de nos banques qui seront asséchées. Donc ça, c'est un élément important. Et puis continuer à combattre la corruption. Nous, on applaudit avec les deux mains, mais à condition que ça soit non pas par à-coup, mais par une vision et un projet respectant l'état de droit.